Soral, bonjour. Lui-même. Alors, vous avez 49 ans. Alors, donc, vous êtes un peu multitâche, puisque vous combinez différents types d'activités. Vous êtes écrivain, essayiste, journaliste, réalisateur et instructeur de boxe également. Hein, pour vous. Oui, j'ai passé mon diplôme d'instructeur en fin de parcours. D'accord. Alors, donc, on parle de séduction, de drague notamment, et donc il y a deux dates qui reviennent un peu dans votre vie, c'est 96, donc la sortie du fameux livre Sociologie d'un dragueur, qui est un ouvrage donc, qui présente un petit peu le panorama du dragueur, dans les yeux du dragueur, Sociologie du dragueur. Du dragueur, voilà, donc comment draguer, qu'est-ce qu'un dragueur, pourquoi est-ce qu'on vient à la drague. Et également en 2001, donc un petit peu le film, la suite, donc Confession d'un dragueur, joué par Saïd Tegmaoui et Thomas Dutronc. Alors, première question comme ça, brûle pour point, qu'est-ce qui vous a amené, alors je ne parle pas à un Soral, mais je parle à l'homme, qu'est-ce qui vous a amené finalement à cette pratique de la drague? D'ailleurs, moi j'ai toujours parlé de drague, la séduction, je trouve que c'est un truc un peu prétentieux. Moi j'étais sur la drague, drague de rue. Hein. Drague de rue. C'est une histoire sociale assez simple, c'est un mec qui arrive à Paris, qui n'a pas un rond, qui a grandi dans l'idéologie libertaire, de l'amour libre, etc. des années 70, et là on est fin 70, qui arrive à Paris et dont la seule obsession en tant que post-adolescent, plein d'hormones, est de draguer les filles. Quoi. Donc il y a une espèce de travail de terrain où on apprend, suite à des échecs successifs, à améliorer ses performances, et après l'idée, au bout de quelques années, l'idée un peu subversive et ironique de faire un bouquin là-dessus, avec ce côté mauvais goût, quoi. Parce que tous les cons prétentieux veulent écrire un bouquin sur la séduction, tu vois, dans la lignée de Kierkegaard, etc. Et moi, je voulais faire un livre sur la drague, c'est-à-dire le prolo de l'amour, quoi. Tu vois, le mec qui traîne dans la rue et qui essaye d'emballer des gonzesses avec le côté le plus trivial possible. Et j'ai fait ça, ouvrage de ce qu'on appelle de sociologie qualitative, et ça m'a valu d'ailleurs d'être très très mal vu par le milieu universitaire et de la sociologie. Ouais. C'est un livre qui s'est imposé petit à petit, parce que là ça fait il existe depuis plus de 10 ans, il a été réédité au moins 6 fois, mais au début c'était un livre considéré comme honteux, minable et scandaleux. Pourtant ce livre il a quand même un effet assez ambitieux, parce que c'est pas un livre, c'est pas les techniques de la drague, c'est une approche sociologique, humaniste, presque philosophique, psychanalytique, sociologique, voilà. Historique, économique, politique, technique de la drague. Ouais, j'avais essayé de traiter la totalité du sujet. Ouais, c'était un livre ambitieux. Certains s'en sont rendus compte d'ailleurs, parce que j'ai eu des universitaires anglais et américains, là ils viennent sortir en Italie, qui m'ont félicité pour mon boulot, mais comme toujours, là où j'ai été le plus mal vu, c'est en France. Ouais. D'accord. Donc c'était considéré comme un torchon obscène et je sais pas quoi, misogyne, phallocratique, machiste, etc. Enfin, j'ai eu droit à tout. Ouais. D'accord. Alors à un moment, vous essayez un petit peu de catégoriser un peu les femmes, et alors, vous dites qu'il y a donc deux femmes, un peu les mondaines et les mystiques. Alors c'est quoi ça ? De faire des catégories. C'est quoi les mondaines et les mystiques finalement ? En fait c'est assez simple, c'est les mondaines, c'est les filles pour qui le désir qu'elles peuvent susciter doit être converti en avantage matériel. Ouais. Et puis celles pour qui l'amour est un but en soi et qui ne se posent pas la question matérielle. Et en fait il était important pour le dragueur de bien différencier dans ce travail-là, si on avait affaire à une mondaine ou une mystique, parce que c'est pas les mêmes prestations qu'il faut proposer. D'accord. Une sorte de forfait, quoi. On propose. C'est-à-dire qu'à la mondaine, il faut proposer une soirée people ou un truc comme ça, parce que le reste c'est Yannick Noah, par contre. Ouais, à l'époque, mon truc c'était de prétendre que je les invitais à un anniversaire de Yannick Noah, c'était entièrement bidon. Il faut toujours mentir terriblement. Et puis, le mensonge, c'est pas quelque chose d'irrépréhensible. Le mensonge, non, la morale, toute morale. Toute relation de séduction est basée sur le mensonge. Si on dit. Si on annonce froidement avec sa brutto la finalité du pourquoi de la rencontre, ça ne peut pas marcher. C'est le gag de Reiser, est-ce que vous voulez tirer un petit coup là, en réalité, ça c'est. Donc il faut mentir. Et il y avait l'idée qu'il fallait donc déceler qu'est-ce que la personne en face de vous attendait de la vie, de la relation, pour savoir sur quel terrain il fallait mentir. Donc parler de philosophie avec une mondaine n'avait pas d'intérêt, parler de people avec une mystique n'avait pas d'intérêt, et donc il fallait savoir déceler, c'était ces deux catégories qui étaient basées sur la pratique. Hein. Il y avait les mystiques, les mondaines, et puis je
crois que j'avais une catégorie les folles, ou je sais pas quoi, j'avais un truc. Oui, enfin, Mystic River, ça marchait bien. Et les flippés. Il y avait les flippés, on avait fait des catégories comme ça. Donc des sujets à pas aborder, donc c'est la religion, la politique, c'est des choses qu'il fallait surtout pas aborder. Tous les sujets graves, tristes, durs, surtout pas la politique. Je n'ai jamais parlé de politique, de choses prises de tête, entre guillemets. Ce qui est donc toujours après difficile de revenir au cul quand même. Hein, oui, c'était ça. Il fallait brancher directement sur désir, mondanité, désir, plaisir. Et souvent le ténébreux, qui est fait l'erreur totale, c'est d'essayer de se faire passer pour un philosophe, poète, écrivain, ce qui fait chier absolument toutes les filles, sauf les rares catégories qui flashent là-dessus. Ouais. Et en fait, c'était pour corriger toutes les erreurs que fait le dragueur de base, qui est timide, qui met la barre trop haut, qui veut cacher son désir, donc il parle de tout sauf de ça, alors qu'il a été identifié dès le départ par la personne, qui passe pour un menteur lourdingue. Et donc c'était tout un travail qui part d'échecs successifs. Hein. C'est-à-dire que toutes ces erreurs-là, on les commet quand on débute. Et il y avait ce côté, la pratique nous démontre que, ce qui était très très mal vu par les féministes, parce qu'on disait, on n'a pas d'a priori sur la question, mais on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ça avait pas mal agacé ce qui ressortait de cette étude de terrain, quoi. En disant non, ce n'est pas comme ça. Donc à l'origine, un dragueur, c'est un jeune homme un peu blessé, finalement, qui cherche par rapport à ça. C'était la dimension. J'avais fait la psychanalyse du dragueur, problème avec la mère en général, mère froide, mère absente. C'est ça, quoi. À la base, c'est une blessure. Instabilité sociale, parce qu'il faut entraîner dans la rue, draguer, il faut ne pas travailler, ne pas avoir envie de réussir socialement tellement. Donc j'avais fait ce travail de montrer quelles étaient les catégories qui prédestinaient à la drague, qui était en général déclassement social, absence de famille. Souvent problème avec la mère absente, c'est pratiquement... Parce que moi j'ai beaucoup dragué, j'ai fréquenté les dragueurs, parce que les dragueurs se croisent. Maintenant je sais pas parce que j'ai décroché complètement, mais à l'époque on draguait, beaucoup à Saint-Germain-des-Prés, et les dragueurs pros, ça existe, on se croisait tout le temps. On se vu quoi. Ouais, et on se parle, on échange. Il y avait les types qui traînaient au dancing de la Coupole, il y avait les mecs qui restaient les boîtes, il y avait ceux qui traînaient au Luxembourg, et il y a des types que j'ai vus pendant des années draguer. Il y a des mecs qui draguent en vélo, il y avait un mec qui s'appelait Alain qui draguait à vélo dans le quartier de Saint-Sulpice, il y avait Francis qui se faisait passer pour un Jamaïcain qui était un mec de la Courneuve. Enfin, j'avais 2-3 potes comme ça et on se croisait régulièrement et on échangeait nos expériences. On discutait nos expériences comme des anciens combattants. Dans le film Confession de dragueur, en fait, Saïd Taghmaoui, qui est donc Fab. Dans le film, c'est qui Non, c'est pas moi, c'est une synthèse. C'est qui Laurent Le Kabyle? Il y a quelqu'un qui s'appelle Laurent Le Kabyle. C'est un des personnages qui m'a le plus inspiré. Vous le connaissiez? Oui, bien sûr, oui. C'était son surnom dans le milieu de la drague, il s'appelait Laurent Le Kabyle. Et qui était le meilleur. Parce qu'il y a toujours un meilleur, quoi. Qui était le plus balèze, quoi, en drague. Il faisait que ça. Il fait toujours que ça, d'ailleurs. Il a 45 ans, il fait toujours que ça. Récemment, il était à Berlin. Il a réussi à s'installer à Berlin. Et c'était considéré comme le meilleur, le plus performant. D'accord. Et le personnage de Fabio là dans le film est un mélange de plusieurs personnages. Il y a moi un peu, il y a Laurent, il y a Francis. J'ai croisé ceux dont j'ai été le plus proche. Là, j'ai fait une synthèse. Actuellement, vous vous rendez compte que le sujet de la séduction, la drague a beaucoup changé, parce que maintenant on drague beaucoup sur Internet. Quel est votre sentiment par rapport à ça, cette drague à distance? Ça exprime quoi, à votre avis, aujourd'hui? Déjà, la société urbaine est beaucoup plus dure que quand on draguait nous il y a 20 ans, parce qu'il n'y avait pas le problème de l'immigration aussi durement, le problème de la délinquance, le problème des banlieues, le problème du sida, tout ça n'existait pas. Donc la ville était moins chère, socialement plus mélangée, les rapports plus faciles, pas la maladie et moins de violence. Donc c'était possible de draguer les filles dans les rues, dans les magasins, l'après-midi, dans les squares, les étudiantes, tout ça, avec un peu de baratin. Ça se faisait aujourd'hui. C'est beaucoup plus dur. Moi, je me rappelle avoir dragué à Londres début 80, et les gens appelaient la police. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est à Paris comme à Londres. Dans les pays anglo-saxons, les mecs qui draguent dans la rue. D'ailleurs, je m'étais retrouvé au commissariat à Londres, et les flics m'avaient dit les seuls mecs qui draguent à Londres, c'est les Jamaïcains et les Français. C'est-à-dire que sous les Français, il y a des
tu vois, des délinquants, quoi. Ouais. Et ça se passait très très mal, ça se faisait pas, tu vois. Et pourtant, c'était l'époque after-punk, les filles étaient habillées avec des mini-jupes, des bas à résille, des talons aiguilles, et pourtant ça n'avait rien à voir. Il n'était pas question d'aller draguer une fille. Même dans les boîtes, hein, c'était pas considéré comme une démarche délinquante, pathologique presque. Et en fait, cette mentalité anglo-saxonne est très présente maintenant en France. Vous parlez à une fille dans la rue, elle vous insulte, elle pense que vous êtes dingue, que vous l'agressez, elle peut même appeler, elle peut appeler les flics. Hein. Si vous suivez une fille dans la rue, vous essayez de discuter ou de proposer même de lui payer un café, ça peut mal se passer. Donc tous ces rapports plus difficiles font qu'à mon avis, effectivement, les gens se sont rabattus sur Internet avec Mythique là, qui fonctionne très bien parce que tout le monde peut jouer, parce qu'il y a une médiation qui est l'écran, c'est pas dangereux, voilà. Il n'y a pas de contact direct en premier lieu. Et visiblement, c'est là que ça se passe maintenant. Et je pense que la drague de rue n'existe pas non plus. Il y a des rapports directement prostitutionnels maintenant, puisqu'avec les inégalités sociales accrues, l'écroulement des pays de l'Est et l'échec économique de l'Afrique, il y a de la fille pas chère en réseau. C'est-à-dire qu'il faut pas... Moi, j'ai parlé récemment avec un de mes beaux-frères qui me racontait qu'il a passé 6 ans à Paris et qu'il a 15 ans de moins que moi. Il me disait, moi, pour draguer, je sortais la carte Gold et j'allais au Cost et j'offrais une coupe de champagne, ça coûte pas cher. Et directement, je montrais que je faisais croire que j'avais du pognon. Quoi, alors que nous, on était dans des logiques beaucoup plus loubardes et poétiques, tu vois, de jouer les rebelles, machin, ça passait. Aujourd'hui, c'est comme quoi tout est dialectique, ça évolue. Les techniques d'il y a 20 ans ne marcheraient plus aujourd'hui. On en parle après. Peut-être les mecs de banlieue, les blacks avec un physique qui peuvent draguer encore comme ça à la dure, quoi. Avec une catégorie très précise, les petites blanches de la moyenne bourgeoisie, du quartier Bastille, à la limite peut-être. Est-ce que draguer, ça transforme quelqu'un? Ah oui, bien sûr. Oui. À savoir quoi, ça lui apporte quoi, ça lui permet de trouver une confiance Déjà, ça change la vision des femmes, ça désinhibe, ça pousse au contact. Je veux dire, la situation moyenne des types, c'est d'avoir peur des femmes et de fantasmer. Et d'être un peu, il y a 2 catégories comme ça, c'est le baston et les femmes, quoi. Il y a les mecs qui se battent pas et qui ont très peur de la bagarre, et les mecs qui ont peur des femmes. C'est les 2 choses qui font peur, hein. La bagarre et les femmes. Où il y a une angoisse, quoi, au moment d'y aller, quoi. Et puis quand on pratique régulièrement, que ce soit l'un ou l'autre, on démystifie, ça devient d'un seul coup plus facile, plus simple, ça nous paraît plus... Et puis après, il y a toute l'expérience. C'est-à-dire que les 3 quarts des types, toute la poésie sur les femmes, c'est parler des femmes qu'on n'a pas eues, quoi. C'est le truc de base. Le poète qui fantasme sur la femme qu'il n'a pas eue et qui effectivement l'idéalise, etc. Et puis à l'autre bout, il y a le proxénète, effectivement, qui lui est dans un matérialisme total. Le dragueur est un peu entre les deux. D'accord. Et une dragueuse, on sait donc lire et agir, parce que l'action suffit pas. Il faut aussi avoir faut analyser, du grain, quoi. Hein, il faut avoir du recul. Il y a un aspect conceptuel, c'est-à-dire que il y a une tentative qui est souvent suivie d'échecs d'ailleurs, ou d'échecs relatifs, parce qu'il n'y a pas tellement de réussite absolue, hein. Mais après il y a l'analyse du pourquoi ça a merdé, donc il y a un côté analytique qui est important, et après un côté est capable de catégoriser. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse, dans quel schéma type j'étais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté intellectualisme sauvage dans la drague. C'est-à-dire que les bons dragueurs sont des intellos, des intellos qui s'ignorent. Ah oui, en général, ils sont très rigoureux. Ils sont capables de produire des catégories, des schémas, de les identifier, de les répertorier. Un télo de la rue, quoi. Oui, c'est un télo de la pratique. Et ils sont souvent beaucoup plus intelligents que les intellos officiels qui parlent de... Ah oui, il n'y a pas pire qu'un bourgeois lettré, étudiant, bac+8, qui parle des femmes, justement avec des cultures livresques, avec les références toujours à Kierkegaard, ou je sais pas quoi, ou baudelairienne. En général, c'est des baltringues. Alors que le dragueur de rue qui a du métier, c'était d'ailleurs une vraie idée de documentaire qui n'a jamais été faite, c'était d'interviewer très sérieusement, comme fait le magazine Striptease, là, des dragueurs professionnels, parce qu'il y a des dragueurs professionnels de dancing, il y en a toujours eu, même sur les bords de la Marne. Moi j'étais allé voir là, dans les gens qui dansent par exemple, il y a des clubs de danse, des trucs comme ça, et il y a des types qui font que ça, hein. Comme fait le magazine Striptease, là, des dragueurs professionnels, parce qu'il y a des dragueurs professionnels de dancing, il y en a toujours eu, même sur les bords de la Marne. Moi j'étais allé voir là, dans les
des gens qui dansent, par exemple. Mm. Il y a des clubs de danse, des trucs comme ça. Et il y a des types qui font que ça. Hein. Il y a même des types de 60 ballets qui font que ça, dans des trucs très précis, qui est les gens dans les clubs de tango, les trucs comme ça. Et c'est toujours... faire parler ces gens-là, c'est une mine incroyable, quoi. Ça a rarement été fait. Il faudrait le faire. Alors, depuis maintenant quelques années, donc, il y a un courant, une doctrine qui est née sur Internet, qui vient des États-Unis. Donc, apparemment, donc, la séduction donc, a été modélisée, elle a été structurée. Et donc, aujourd'hui, on parle un peu du héros qui s'appelle le pick-up artist, qui est donc apparemment le maître de la séduction ou des relations psychosociales. Il y a un film américain qui s'appelle le Game. Ouais. Game. Et donc, il y a toute une communauté qui s'est créée sur Internet où la séduction a été modélisée, segmentée. Et donc, les jeunes. C'est les Américains qui ont fait ça. Américains, et donc c'est en France. Qu'est-ce que tu penses de ça finalement je sais qu'il y a 2-3 sites comme ça, d'ailleurs, où mon bouquin est assez bien placé. Ouais, effectivement. Je conseille comme un précurseur. Oui, il est bien, en tout cas. Ouais, c'est marrant parce que les types se sont mis à rationaliser tout ça et en ont fait une espèce de sport. Voilà. Avec un alphabet, One-Itis, pick-up artist. Je l'avais fait de façon littéraire parce que dans un roman qui s'appelle La vie d'un vaurien, on racontait qu'il y avait des palmarès avec des points, des figures imposées. Mais moi je l'avais fait pour rire, mais dans mon idée, il était possible de créer un club comme ça de types qui se réunissent, qui échangent leurs expériences avec un palmarès effectivement qui marque des points. Parce que nous on draguait au Baléares et l'idée c'était l'allemand en demi-point, l'espagnol 4 points parce que c'était le plus difficile, l'espagnol marié avec enfant 12 points, et le plus cher c'était la femme du chef des gardes civiles parce que tu te faisais choper en gros, te retrouver avec un pneu en béton. Autour du cou, et ces jeux-là on le faisait comme ça, mais effectivement les types toujours à l'américaine, eux au lieu de le faire juste comme un jeu, effectivement l'ont rationalisé jusqu'au bout. C'est marrant, c'est un peu loin de moi parce que je suis trop vieux maintenant, mais parce que maintenant la séduction en tout cas s'enseigne, il y a des coachs en séduction qui sont là pour enseigner. On m'avait proposé proposé de le faire, il y a 2-3 instituts qui s'étaient montés qui m'avaient demandé de des cours, j'ai toujours refusé de le faire. Non, mais il y a des types qui sont prêts à payer pour ça. Bien sûr, mais il y en a beaucoup actuellement. Moi j'ai connu 2-3 types quand j'étais dans la merde qui m'ont payé pour que je leur file des tuyaux. Des tuyaux. Ouais. En disant, voilà. Et je l'ai fait pour me marrer, quoi. Je leur donnais rendez-vous dans des cafés, ils me racontaient leurs trucs, je leur donnais des conseils, ils revenaient la semaine d'après, tout ça. D'accord. Je l'ai eu fait, ouais. Donc, un conseil, c'est pas être trop gentil avec les femmes, apparemment. Il ne faut pas être trop poète et trop danseuse, entre guillemets. Oui, hein, ça c'était le premier constat déchirant, c'était ça. La prime ne va pas aux gentils. Aux gentils, c'est ça. Il ne fallait pas malheureusement être gentil. Quoi. Les femmes n'aimaient pas qu'on les idéalise, qui est le contraire de ce qui est dit, le côté menteur, enfin menteuse. Jamais les femmes disent ça dans les interviews. Ils cherchent un mec gentil, machin. Le sexe n'est pas important, même des conneries comme ça, tout faux, quoi. Et on dit quoi, c'était le contraire. Quoi. Ouais. Oui, à la base de tout ça, il y a quand même un mensonge. C'est pour ça qu'il y a un langage second, quoi. Oui, caché un peu, underground. Les mots n'ont pas beaucoup d'importance, en fait. Ouais. Il y a un langage au 2e degré qui passe vachement aussi par le corps, les mains, les yeux, je sais pas quoi, le ton, tout ça. Et tout ça, c'est instruit, ça s'apprend pas à l'école, quoi. Donc et ça s'apprend par l'échec. C'est ça qui est le côté émouvant et douloureux du dragueur, c'est qu'il faut être courageux pour draguer. Parce que c'est aller au charbon, quoi. Et donc la quantité amène la qualité, c'est ce qu'on voit. Côté hegelien, c'est-à-dire que pour accéder à la qualité, il faut passer par la quantité. C'est-à-dire que pour devenir un bon dragueur, il faut draguer beaucoup. Il faut un peu de culot, de vice, de haine et de charme maîtrisé. Là, c'est les termes. Oui, c'était des trucs effectivement, que les bons dragueurs étaient souvent des paumés, parce d'abord, ils n'avaient pas le choix quand vous dormez un peu dans la rue et qu'il faut trouver une incruste. Ouais. C'est une motivation supplémentaire. Hein. C'est pas genre on repassera demain. Et les bons dragueurs que j'ai connus étaient des mecs qui vivaient dans la précarité totale, quoi. C'est-à-dire que s'ils foiraient une drague, parfois ils ne savaient pas où dormir. C'est-à-dire qu'ils pouvaient très bien dormir dans un hangar à vélo, quoi. Donc là, ils avaient et les mecs prenaient des quaaludes à l'époque, des amphétamines pour tenir. Parce que c'était on draguait dans les boîtes. On incrustait, on payait pas, et on draguait, et on essayait de choper des filles de bonne famille et tout ça. Et parfois, tu as des mauvaises séries, parce qu'il y a la loi des bonnes séries et des mauvaises séries. Les types dormaient pas pendant 3 nuits parce qu'ils n'avaient pas trouvé, quoi. Donc ils prenaient des amphétamines, ce qui est dangereux parce que des fois il y avait des crises de dinguerie qui ont amené à des excès. Oui, il y a parfois des gens qui sont passés par la case prison à cause de ça. D'accord. Oui, il y a du dérapage. Différence entre dragueur et séducteur en définitive. Complètement. Oui. Complètement. Le séducteur, nous j'avais dans le livre il y a une définition, c'était le dragueur, c'est un fils de pauvre capable de baiser des filles de riches.
Et le séducteur, c'est un fils de riche qui est juste capable de baiser des filles de pauvres et les filles des amis de ses parents. Ouais, c'était ça. Ouais. Il y avait un vrai rapport de classe. Oui. D'ailleurs, tous les cons que j'ai connus prétentieux bourgeois me disaient moi je suis un séducteur, avec le mépris pour le dragueur, et c'était toujours des baltringues. C'est des types qui effectivement n'étaient capables de lever que dans leur milieu. Quoi. Ou alors quand ils levaient ailleurs, c'était par rapport économique. Parce qu'en fait, ce qu'ils prenaient pour de la séduction était du pouvoir d'achat. Bah, évidemment, une paumée, si vous avez une bagnole de sport, une maison à la campagne, et que vous faites des efforts, ça peut l'intéresser. Mais quand vous n'avez pas de bagnole, pas de local, parce qu'il y avait le critère du local. Le local, c'est important. Si t'as pas de local, tu tires pas. Ouais. C'était des trucs aussi fondamentaux. Basique, ça. Hein, ah bah oui, si t'as pas de plumard, t'as pas de local, tu baisous. Il y a des types, leur problème c'était le local. Et nous, quand on draguait, on demandait très vite aux filles si elles habitaient chez leurs parents, enfin de savoir si elles avaient un local. Si elles n'avaient pas de local, on décrochait. Ça servait à rien. La fameuse studette. Ouais. Et le top, c'était la fille de bonne famille qui commençait ses études et à qui les parents louaient un petit studio parfaitement bien décoré, rue Saint-Dominique, enfin dans le 7e et tout ça, avec un chat. En général, il y avait toujours les trucs. Le chat en attendant de trouver un mec, enfin tu vois, on savait, il y avait tous les signes. Ah bah oui, la fille avec un chat. Et arriver, c'était de choper la studette et virer le chat, quoi, tu vois. C'était ouais, c'était carré, tu vois. Et après, c'était de trouver les bons quartiers. Dans la conversation, il fallait assez vite. Le savoir, quoi. Oui, c'était trivial, quoi. C'était assez drôle. Et le truc, c'était avoir chopé une fille étudiante normale sup, très bonne famille catholique dans le 7e, avec 2 pièces dans le 6e, parfaitement situées, blabla. C'était ce genre-là, quoi. Et donc, en fait, l'aboutissement au dragueur, c'est donc de trouver finalement où l'amour, finalement. C'est trouver la femme de sa vie. Il y a toujours eu. Parce que finalement, ce qui s'est passé pour vous, alors, finalement, ça a été... Bah, sinon, on tombe dans la catégorie proxo, hein, je vais pas rêver. C'est le type qui n'a pas une petite dimension poétique. Ça finit par être une source de revenus purement et simplement, et ça peut mal finir. Mais oui, il y avait toujours le côté paumé, un peu émouvant, qui cherche sa mère, qui fait que finalement le type avait au-delà de sa technique, avait un charme qui le dépassait un peu. Les filles le trouvaient émouvant malgré lui, parce qu'il y avait un côté paumé, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai, beaucoup de dragueurs que j'ai connus ont terminé. Enfin, moi, je me suis marié. Ça fait 13 ans que je suis marié, et j'ai dragué ma femme au Baléares. Dans le café le plus connu de Formentera, parce que voilà, je suis allé à l'attaque comme ça, puis... Finalement, ça vous a servi pour trouver la stabilité, en définitive. La rédemption. C'est un peu la rédemption, c'est la femme. Ouais, moi je pense que c'est une bonne école. C'est une bonne école. Parce que déjà, on devient exigeant, on connaît bien le sujet. Pour se marier, pour arriver à un mariage réussi, moi je recommande la drague. Sinon, on peut se gourer, épouser n'importe quoi, comme souvent. On voit bien chez les puceaux, là, ils épousent une fille qu'ils ont un peu par hasard, et parce que ça s'est passé un peu par hasard aussi, puis au bout de 3 ans, ils divorcent. Ils regrettent. Non, ils divorcent, surtout ils se séparent. C'était deux erreurs et 2 ignorances qui se rencontraient. Alors que la drague, c'est comme faire l'armée, quoi. C'est pareil, c'est bon, c'est des trucs formateurs. Ouais. Alors après, il faut que ça reste sauvage, parce que si ça devient enseigné dans les écoles... ça n'a plus de sens. L'idée, c'était ça, c'est que plus la drague se théorise, plus elle se déplace, parce que dès lors que ça devient des techniques identifiées, elles perdent leur efficacité. C'est pour ça qu'il y avait cette idée que c'est toujours un truc qui doit se renouveler, quoi. Parce que si tout le monde fait... C'est pour ça que moi, quand j'ai écrit le bouquin, c'est parce que j'arrêtais, parce que j'allais me marier. Parce que je me suis dit, d'abord, un type qui écrit un bouquin sur la drague, et identifié comme dragueur, il ne peut plus draguer. Pour draguer, il ne faut pas avoir écrit un bouquin là-dessus, quoi. Ça reste un handicap pour moi aujourd'hui encore. Encore aujourd'hui ? Ah oui, je suis le mec qui a écrit le bouquin là-dessus, quoi. Donc je peux pas être crédible par rapport à... Oui, je l'ai fait exprès un peu, c'est du handicap. Toujours la course au handicap. Ouais. C'est la course au handicap, tu vois. Ouais. Non, mais il faut lire le bouquin, je crois qu'il... Et le film aussi, et sur Dailymotion aussi. Ouais, il est sorti au cinéma. Il n'est jamais sorti en DVD, parce que c'est un film qui a été... qui est très très mal passé au niveau critique, enfin, à cause du fond, pas à cause de la forme, parce qu'il est considéré comme scandaleux, quoi, de montrer... transgressif. Ouais, authentiquement transgressif, ça passe toujours très mal, ça. Le mec qui montre comment il fait. Alors qu'il y a il y a la chanson de Nougaro sur la drague, il y a des sketchs dans les films italiens avec Vittorio Gassman, il y a des... Mais là c'est une vérité, quoi. C'est difficile à voir. Il y a Le Dragueur, un film qui s'appelle Le Dragueur d'ailleurs de Mocky, c'est son premier film en 59. L'homme qui aimait les femmes aussi. L'homme qui aimait les femmes, qui est pas mal aussi, qui est pour un film de Truffaut est pas mal. Il y a des trucs, mais ça passe quand même assez mal. L'amoureux transi, ça passe bien. Le séducteur sadien, avec une dimension prétentieuse, aristocratique, un peu lente et tout ça, ça passe à peu près parce que c'est catégorie littéraire. Mais le côté ragazzo, le dragueur de rue au forcing comme ça
ça passe très mal pour des raisons par rapport à la bourgeoisie, par rapport au féminisme. Parce qu'il y a deux catégories de gens qui détestent ces dragueurs. Enfin, même la catégorie qui déteste plus ces dragueurs, c'est les garçons de la bourgeoisie. Parce que c'est le rival, quoi. D'accord. Mal dominant qui... Ouais, le vrai mal dominant par rapport au faux mal dominant. C'est-à-dire ce mec qui travaille avec son corps et son courage physique, alors que l'autre travaille avec du social. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le dragueur qui tiendrait le haut du pavé, ça serait le mec de banlieue qui est malin, quoi. Le petit black qui bouge bien, etc. C'est très énervant pour... Moi, je me rappelle chez Castel, je draguais chez Castel, les mecs se coalisaient contre moi, hein, pour me griller, quoi. Les mecs, ils essaient de vous faire virer, quoi. Ah oui. C'est l'alpha, comme on dit, c'est le mal dominant. Non, ils sont méchants, parce que même dans les rallyes, parce qu'on a crusté les rallyes et tout ça, ça se terminait souvent en baston à cause de ça, parce que les types, ils identifient le mec dangereux, qui a un côté loupard et qui plaît un peu aux filles de ce milieu-là, qui s'emmerdent avec des mecs qu'elles connaissent, et elles finiront par les épouser d'ailleurs, mais nous, on avait une petite valeur ajoutée transgressive, et les mecs savent très bien identifier le danger, et ils se coalisaient... Nous, on était toujours en binôme, parce que des dragueurs efficaces sont jamais plus de 2, sinon c'est des mauvais. Les mecs qui se plaignent de ne pas rentrer en boîte, là, les connards de banlieue qui arrivent à 8 en survêtement, c'est des nuls, quoi. Quand on veut rentrer quelque part, on est 1, 2 maximum, et puis on s'habille un peu et ça passe, quoi. Et c'est pas un problème de racisme, c'est le problème de tout le monde. 8 Bretons en survêtement avec des têtes de cons, ils rentrent nulle part non plus. C'est la loi, quoi. C'est la règle, on peut rien y faire. Donc... Qu'est-ce qu'on est donc un jeune de 18-20 ans qui va se mettre à cette pratique? Qui trouve un pote pour pas le faire tout seul, parce que c'est beaucoup plus dur tout seul, à deux c'est plus facile, et qui s'y mettent, qui drague. Alors je sais pas s'il est étudiant, il faut lui draguer dans des circuits naturels. Moi je draguais beaucoup au Luxembourg à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de filles qui lisaient des bouquins sur des chaises au printemps, avec un bouquin, et la drague à deux c'est ce qu'il y a de plus sympa, c'est plus facile d'ailleurs, parce que la vraie drague en solo c'est plus dur, mais un copain malin, en duo comme ça, traîner et dragouiller. Et essayer d'éviter les boîtes de nuit. Il faut draguer là où c'est pas prévu normalement. D'accord. Moi j'ai même dragué dans des églises, des trucs comme ça. Ah oui, clairement, on rappelle. Ça peut être inattendu, puis ça fait référence à un réservoir de fantasmes. Il faut oser les trucs les plus imprévus, de façon calme et détendue, et les trucs les plus insolites, il faut être très culotté, très calme en même temps. Et les filles aiment bien ça. Enfin, même si elles vous disent non gentiment, quoi. Il faut éviter la drague agressive, angoissée, stéréotypée du mec en boîte. Le pire, c'est la boîte de nuit, quoi. Parce que les boissons sont chères, les mecs sont venus pour ça. Conditionné, quoi. Et ça se passe pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une grande mode des boîtes à partous, là. C'est parce que tous les nazes du milieu de l'édition, de la presse, etc., qui en avaient marre de se prendre des râteaux en boîte. Donc ils ont mis carrément à la mode la boîte échangiste, qui était les années 90, le moment où il y a eu ce basculement où on levait plus rien en boîte, quoi. Parce qu'il y a eu une évolution des femmes aussi par rapport à la mentalité mannequin, tu sais, où toutes les boniches, toutes les caissières de prise unique te parlaient comme Sharon Stone, tu sais, qui est très français. Tu vas à Madrid, tu vas dans les pays de l'Est, tu vas à Berlin, c'est pas comme ça. Il n'y avait qu'à Londres où c'était vraiment comme ça. Est-ce que la féminisation de la société a aussi joué un rôle là-dessus? Oui, ça a évolué dans ce sens-là. Ce rapport, le modèle de l'executive woman américaine, tu vois, la femme castratrice américaine, est devenu le modèle dominant en France aussi. Tu vois. Alors qu'avant, tu disais bonjour à une fille gentiment, elle te répondait. Tu vois, déjà, elle te répondait en souriant, quoi. Bonjour. Là, tu dis bonjour mademoiselle, elle ne me connaît pas. C'est que ce dingue. Un danger, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il veut. Puis agressive, je peux très très vite insulter. Hier, il y a une fille qui portait des bouteilles vides. J'ai balancé je me suis mis à lui parler parce qu'elle portait un cabas rempli de bouteilles de pinard vides. Donc je trouvais ça marrant. D'ailleurs, elle m'a pas répondu. J'ai marché à côté d'elle 5 minutes en lui disant 3 phrases, elle m'a même pas répondu, quoi. Et pourtant, j'avais même pas de raison de. J'étais glaçant comme ça parce que je trouvais que c'était marrant ce cabas. Et tu vois, genre fermé, haineuse. Alors que tu peux imaginer dans un autre pays ou à une autre époque, la fille répond, quoi. Tu vois, en rigolant, il y a une tension, il y a une angoisse, quoi. Donc effectivement, la solution, enfin ce qui marche là, c'est Internet. Je crois. Le repli. Non, c'est un truc c'est protégé, c'est des rapports protégés en fait. On est dans le rapport protégé, c'est du préservatif aussi, quoi. Parce que il y a des espèces de photos avec des noms de code, c'est pas ton vrai nom. T'appuies sur un bouton, ou c'est je sais pas quoi, soi-disant t'envoies un signal, l'autre peut te répondre, après tu t'entames une conversation, machin. Donc
je pense que pour les filles, c'est beaucoup plus avantageux. D'abord, elles peuvent faire marcher les mecs, et elles les obligent à blablater, à faire des phrases écrites. Donc c'est valorisant, elles sont pas obligées de les rencontrer, elles peuvent choisir, trier. Je pense que c'est un truc de fille, hein, d'ailleurs, ça, plutôt. En fait, la drague, au départ, c'est un truc de garçon, mais la drague sur Internet, c'est plutôt les filles qui mènent le jeu, quoi. Parce que, enfin, moi, j'en connais des copines qui me racontent comment le soir, comme elles rentrent du boulot, elles sont un peu seules, elles vont sur Mythique, et elles font marcher les mecs, quoi. Puis il y a des mecs qui me racontent, eux, qu'ils chopent des gonzesses, sans doute. Les deux ont peut-être raison, mais à mon avis, il faut bosser, quoi. Puis c'est de la copie, faire du psy, tout ça, quoi. Mais c'est mieux que rien, mais moi je pense que c'était quand même plus drôle quand ça se passait dans la rue, quoi. Mais c'est un truc de jeune, hein, je l'ai toujours dit d'ailleurs dans le bouquin. Un mec entre 20 et 30 ans qui fait ça, ça a du charme. Un mec de 45 balais qui marche, qui drague dans la rue, c'est quand même ce truc de paumé, quoi. Ça fait malsain, quoi. Donc c'est un truc quand on le fait, il faut savoir qu'à 30 ans, on doit arrêter, quoi. Alors moi j'ai arrêté tous les boîtes de nuit, tout du jour au lendemain, quoi. Le jour de mes 30 ans d'ailleurs, d'accord. Pile poil. J'avais décidé. Donc je suis parti à la campagne. Ouais, vous a sauvé. Non, après, je suis parti à la campagne écrire déjà, et puis j'ai tout arrêté à 30 ans. Parce que je pensais que c'était un truc, entre 20 et 30 ans c'est normal, comme faire la Légion, je sais pas quoi, ou des trucs comme ça, ou le sport, quoi. Et puis à 30 ans, il faut arrêter, quoi. Donc, d'accord. Voilà, entre 20 et 30 ans, vous avez le droit, faites-le. Après 30 ans, il faut décrocher. Non, il faut faire autre chose. Autre chose. D'accord. Merci à Sorel en tout cas pour ce témoignage. Merci à vous. Notre émission touche maintenant à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour une prochaine interview. N'oubliez pas de